Donc, tout d'abord, j'aimerais remercier Christophe Hurlin de m'avoir donc invité à animer cette table ronde. Donc, l'idée, c'est effectivement que la salle puisse échanger avec les différents intervenants. Donc, je voulais vous remercier donc, pour vos différentes présentations, pour les différents points de vue, les différents éclairages que vous nous avez apportés. Alors, peut-être pour lancer le débat et pour peut-être recentrer encore plus le débat sur la question donc, de l'intelligence artificielle, des data, de tout ce qui est machine learning dans le secteur bancaire et financier. Peut-être je vais partir de trois observations qui me viennent à l'idée, en tout cas de trois faits marquants qui me viennent à l'idée. Tout à l'heure, on a commencé en disant les modèles de machine learning, l'intelligence artificielle, il y a deux pôles métiers qui vont être impactés, le pôle marketing et le pôle gestion des risques, évaluation des risques. Et c'est vrai que si on a voilà, en tête un exemple, hein, c'est BNP Paribas qui a lancé son service gestion de patrimoine totalement automatisé à destination donc, de cette clientèle dite intermédiaire. Hein. Et ça marche très bien, c'est fortement générateur de PNB. Donc c'est un exemple effectivement de réussite de l'intégration de l'intelligence artificielle dans le secteur bancaire et financier. La deuxième observation qu'on pourrait faire d'un point de vue un peu plus juridique, quand on parle de data, il y a quand même un arrêté très important, c'est ce qu'on appelle l'arrêté relatif au contrôle interne des établissements bancaires. Donc cet arrêté donc, du 25 février 2021, qui s'applique depuis le 28 juin 2021, a mis au cœur, en tout cas au cœur de cet arrêté, on retrouve la question des risques opérationnels et en particulier des exigences très fortes en termes de data, de collecte, de qualité des données, de contrôle des données avec des personnes exclusivement dédiées à ce contrôle des data. Donc on revient sur l'importance de l'architecture, de la gouvernance hein, au sein de l'entreprise autour de cette question des données. Et puis un dernier point qui fait écho à la présentation de M. Fraisse. On parle beaucoup de régulation, de gestion des risques, d'évaluation des risques avec cette intelligence artificielle. Et vous avez commencé votre présentation en disant on a laissé la main aux banques pour évaluer, depuis BAL 2, on a laissé la main aux banques pour utiliser leur modèle interne d'évaluation des risques, risque de crédit, risque de liquidité, risque de marché, risque opérationnel. Et c'était une révolution à l'époque. Et on est en train de revenir en arrière parce qu'aujourd'hui, on parle de la finalisation de BAL 3. Alors, les mauvaises langues disent BAL 3,5, BAL 4. En tout cas, cette finalisation devait intervenir le 1er janvier 2022. Ça a été repoussé au 1er janvier 2023. Là, c'est repoussé au 1er janvier 2025. Il y a quand même des évolutions majeures d'un point de vue réglementaire et d'un point de vue, je dirais, juridique. C'est que on va adopter une approche beaucoup plus conservatrice en tant que régulateur. Notamment sur tout ce qui est risque opérationnel, on va mettre au placard tout ce qui est modélisation interne. Donc la question que je pose, puisque effectivement quand on parle de risque opérationnel, de fraude externe, fraude interne, aujourd'hui on a en tête intelligence artificielle, on a en tête machine learning, sauf que le régulateur, pour avoir une approche, je dirais, standardisée pour tous les établissements bancaires, et donc pour harmoniser en quelque sorte les exigences en fonds propres, et éviter des gaps trop importants entre les grandes banques et les établissements de taille moyenne ou les petites banques, on est en train de remettre en cause totalement, je dirais, la modélisation interne sur certains types de risques. Et ça, c'est une question importante parce qu'on parle aujourd'hui d'intelligence artificielle, de machine learning, mais est-ce que véritablement on n'est pas en train d'assister à un tournant du point de vue du régulateur et à un retour en arrière en disant la modélisation interne, il y a eu des suspicions de fraude, en tout cas il y a des établissements qui ont certainement sous-estimé leur exposition au risque pour avoir le moins d'exigences en fonds propres possible. Il y a aussi des soupçons, en tout cas des doutes quant au modèle utilisé. Et donc, pour lancer cette table ronde, c'est un peu la question, je dirais, globale que j'aimerais poser. C'est, oui, aujourd'hui, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, on parle beaucoup de machine learning dans le secteur bancaire, mais est-ce qu'on ne va pas y revenir assez rapidement, notamment avec cette évolution de la réglementation et la remise en cause de la modélisation interne? Alors ici, je parle du risque opérationnel, mais même sur le risque de crédit, on remet en cause l'IRB, l'approche IRB Foundation pour tout ce qui est grande entreprise, pour tout ce qui est établissement bancaire, donc à partir du 1er janvier 2025. Est-ce qu'on ne va pas avoir un monde à deux vitesses? D'un côté, la technique qui évolue très rapidement, et de l'autre, le régulateur qui essaie de freiner effectivement le secteur bancaire en termes de modélisation interne. Donc voilà, je lance le débat, je vous laisse répondre à cette question peut-être un peu globale, mais aussi répondre aux questions de la salle. Voilà. Merci beaucoup. Alors, sur l'application, en
fait, j'ai envie de dire que ce mouvement était complètement indépendant de l'IA ou de ce qu'on discute ce matin. C'est-à-dire que c'était des modèles quantitatifs. Ils existaient depuis pas mal d'années. Il y a eu la crise. Donc on s'est dit, il y a eu du coup, on a constaté qu'il y avait quand même une certaine sous-capitalisation de certaines banques ou de certains secteurs bancaires nationaux. Donc du coup, est-ce que ces modèles étaient à l'origine de ça? Après, il y a eu quand même ce que tu signales en fait, c'est-à-dire qu'il y a alors le risque opérationnel est particulier puisque là on est complètement en approche standard, mais sur le risque de crédit, je pense que ça a été d'encadrer, d'harmoniser, mais de préserver au final une approche interne, mais simplement de l'encadrer davantage. Mais les incitations à investir dans cette approche interne demeurent. Sur un autre aspect des choses auquel j'étais un peu associé, moi, à la CPR, c'était la LCBFT. Sur l'utilisation de l'IA, là aussi, quand je parle de IA, c'est pas simplement faire des statistiques simples. Pour moi, c'est lié à une révolution à utiliser des modèles statistiques non standards, enfin, qui étaient... force est de constater que pour l'instant, c'est peu développé dans les banques, à tel point que nous, dans notre activité de régulateur, on a développé des modèles IA pour challenger les modèles des banques, mais que les modèles des banques, quelque part, elles sont un peu en retard par rapport à notre propre méthode d'investigation. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres réactions ou dans le public peut-être? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce qui vient d'être dit? Alors, oui, d'un point de vue juridique, peut-être, je parle sous le contrôle d'Anastasia Sotiropoulou qui connaît bien ces questions, mais j'ai envie de dire que ce contrôle-là, il échappe aux juges traditionnels en réalité, puisque c'est plutôt les régulateurs, la commission des sanctions de la CPR, la commission des sanctions de l'AMF qui se prononcent sur les questions de conformité. Et en réalité, on a peu de décisions de la Cour de cassation, de la Chambre commerciale de la Cour de cassation sur ces questions. Donc on a une approche très, très singulière d'un point de vue juridique de ces questions. Je ne sais pas, Anastasia, peut-être si... Pour compléter vos réponses, hein, nous, là, je donne le point de vue évidemment de l'entreprise, puisqu'on est tous les jours chez nos clients. L'IA, ou en tout cas tel qu'on l'appelle, hein, est beaucoup utilisée et de plus en plus finalement sur ces sujets de LCBFT. Il ne se passe pas un jour sans qu'on soit sollicité par un client qui a un gisement de data, de données, qui aujourd'hui ne sont pas suffisamment exploités dans ces domaines de lutte contre le risque, blanchiment, lutte contre le financement du terrorisme. Et donc de plus en plus, nos data scientists, de concert avec les équipes du client, vont travailler à développer des modèles qui vont aller explorer des sentiers qui n'étaient jusqu'alors là pas du tout exploités. Mais toujours, et ça va peut-être un peu dans le sens de ce que vous dites, avec des pincettes. Parce qu'on est évidemment sur un sujet assez sensible. Vous savez, pour une banque, pour un assureur, son client, c'est ce qu'il a de plus cher. Et donc, dès lors qu'il va aller se mettre à investiguer pour débusquer de potentielles tentatives de fraude, il met les pieds dans un espèce d'engrenage dans lequel il n'a pas envie de s'embarquer. Parce que c'est jamais confortable, que ce soit pour une banque ou un assureur, d'avoir à contacter un de ses clients pour lui dire attendez monsieur, vous êtes potentiellement un fraudeur parce que nos data nous ont dit X, Y, Z. Donc c'est vraiment un sujet où on avance mais à reculons, parce qu'on sait très bien les fraudes, les schémas de fraude, l'IA aujourd'hui nous permet de les détecter, et on sait évidemment que dans son portefeuille de clients il y a des fraudeurs, mais de là à vouloir les exposer et remonter un rapport au COMEX en disant bon, dans notre portefeuille de clients on a 10% de potentiels fraudeurs, c'est compliqué. Donc c'est des sujets qui sont un peu shadow, sur lesquels on travaille, mais sur lesquels on a encore peur de communiquer largement et de lancer de vastes investigations à l'échelle de l'entreprise. Donc je dirais aujourd'hui, on est plus dans une démarche de POC, on essaye, on sait qu'il y a des gains potentiels. Donc on a plutôt envie d'estimer l'ampleur des dégâts
plutôt que d'aller jusqu'au bout de l'exercice et aller débusquer les potentiels fraudeurs. Mais en tout cas, les mentalités évoluent et donc beaucoup de travaux sont faits dans cette direction. Merci beaucoup. Juste pour rebondir peut-être sur les 2 points qui ont été dits, pour résumer un petit peu aujourd'hui le point de vue du régulateur, de l'ACPR et je dirais du monde de l'entreprise et du secteur bancaire et financier. Aujourd'hui, c'est vrai que dans un rapport justement sur l'intelligence artificielle qui avait été rédigé par l'ACPR, on disait, et quand on parle de retard relatif du secteur bancaire face à cela, l'ACPR disait la culture réglementaire du secteur bancaire, c'est à la fois un atout pour aller vers plus de digitalisation, mais c'est surtout un frein. Et effectivement, aujourd'hui, on voit bien qu'il y a 2 mondes, enfin il y a 2 types d'acteurs. Il y a les banques traditionnelles, avec cette idée de conformité. Ils sont ancrés dans cette idée de conformité, de respect réglementaire. Et puis de l'autre, vous avez ces néobanques, je pense à N26, qui se fait taper sur les doigts par tous les régulateurs en Europe, et toutes ces Revolut, en tout cas toutes ces néobanques qui s'assoient complètement sur ces exigences de conformité, et qui, effectivement, sur tout ce qui est KYC, donc tout ce qui est entrée en relation client, sur tout ce qui est suivi des opérations, se fichent complètement de la conformité, en tout cas se font sanctionner pour cela. Et aujourd'hui, c'est vrai que voilà, on a véritablement cette peur au sein du secteur bancaire aussi, d'aller vers ces nouveaux outils digitaux, vers ces nouvelles méthodes, ces nouvelles datas, parce qu'il y a cette crainte effectivement du non-respect réglementaire, de la non-conformité. Et ça explique peut-être ce retard relatif qu'a le secteur bancaire par rapport à ces nouveaux acteurs qui, eux, visent juste à gagner des parts de marché en outrepassant, je dirais, les exigences réglementaires. Si je peux rebondir là-dessus, ce qu'on on voit en interne, c'est que effectivement, il y a une certaine crainte des acteurs traditionnels de cette automatisation, mais je pense qu'ils vont devoir s'y mettre en réalité, parce qu'aujourd'hui, ils se rendent bien compte que leurs concurrents, donc ces néo-banques, néo-assureurs qui sont totalement digitalisés, sont capables d'aller beaucoup plus vite et génèrent davantage de satisfaction client. Et donc, pour un acteur bancaire traditionnel ou récent, cette satisfaction client, c'est la clé. Aujourd'hui, on a des assureurs qui sont capables de dédommager un assuré sans avoir analysé le dégât qui a été, sans avoir analysé l'incident. Parce qu'on a calculé, sur la base d'un modèle, le profil de risque du client. On se dit, celui-ci, il a une très bonne note, c'est pas un tricheur. Et donc, quand il va venir déclarer un sinistre, on va être capable de le dédommager automatiquement. Ça veut dire qu'en moins de quelques jours, il aura les fonds sur son compte. Et ça, c'est rendu possible justement grâce à ces modèles d'IA qui vont analyser les profils. Aujourd'hui, très peu de banques et assureurs traditionnels travaillent sur, ou en tout cas le pratiquent, mais je peux vous garantir qu'elles sont toutes en train d'essayer et de voir dans quelle mesure ça pourrait être intégré. Évidemment, aujourd'hui, sur des activités peut-être à faible risque, où elles s'exposent peu, c'est-à-dire, je vais vous donner un exemple concret, on va travailler avec un assureur qui est en train de travailler en back-office sur des modèles de risque qui vont leur permettre de débloquer des fonds dans le cadre de... donc j'ai une assurance vie, j'ai envie de débloquer des fonds. Cet assureur va analyser mon profil. Si j'ai un profil qui est super bien noté et que les montants sont très faibles, je vais pouvoir le faire automatiquement parce que mon modèle de risque aura analysé un certain nombre de comportements. L'heure à laquelle cette demande de fonds a été effectuée, le pays depuis l'IP a été tracé, le moyen de paiement réclamé. Donc tous ces éléments-là vont me permettre de dire ok, ce client-là, zéro profil de risque, les montants sont faibles, je vais pouvoir le débloquer automatiquement. Et à l'opposé, une opération beaucoup trop importante en termes de montant, un client qui n'a pas l'habitude de travailler sur le digital et qui préfère appeler son agent, tout d'un coup, il se met à faire une demande à 2h du matin, il y a potentiellement un risque. Et donc aujourd'hui, cet assureur-là est en train de travailler à mettre en place ce type de mécanisme qui, il y a encore quelques mois, quelques années, était impossible parce que ça ne correspondait pas à leur modèle qui est traditionnaliste. Mais aujourd'hui, ils sont bousculés sur leurs fondamentaux, donc ils sont obligés de s'y mettre. Et ce, d'autant plus que le régulateur qu'est l'ACPR, quand vous regardez les sanctions qui sont imposées au secteur bancaire, aujourd'hui, les principales sanctions, c'est justement des sanctions liées à la LCFB, à la lutte contre le blanchiment des capitaux et financement du terrorisme. Donc, très clairement, je pense que le secteur bancaire et le secteur de l'assurance va devoir s'y mettre très rapidement en intégrant ces nouveaux outils, en intégrant l'intelligence artificielle. Oui.
En fait, je voulais juste préciser quelque chose parce que la Banque de France et la CPR est une grande maison. Donc, la CPR, il y a les activités de contrôle auxquelles j'appartiens. Après, il y a un pôle qui s'appelle un pôle FinTech à la CPR qui, justement, a vocation pour accompagner tous ces nouveaux acteurs parce qu'il y a aussi la réglementation. Il y a le coût de la comprendre et le coût de rentrer dans cette réglementation. Donc, il y avait quand même cette volonté politique développée au niveau de la Banque de France par exemple, créant un data lab, en favorisant l'innovation, à la CPR en essayant justement d'aider ces nouveaux acteurs. Mais après, ça c'est un point. Après, il y a l'autre point, justement la réponse de la BCE. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'agis, par exemple, mandaté par la BCE pour contrôler les banques qui sont en supervision directe de la BCE, et en même temps, je suis employé par la CPR. Bon, c'est un schéma institutionnel un peu compliqué, mais déjà... Mais ce que je veux dire, c'est qu'une des réponses de la BCE, justement, au règlement sur l'IA, c'était de souligner quand même la neutralité technologique du régulateur. C'est-à-dire qu'on doit relever les manquements de la même façon qu'on soit une grosse banque qui ait pu justement investir dans un modèle IA, ou bien un petit acteur du marché qui n'ait pas eu la possibilité de le faire. Donc il y a cette neutralité quand même du régulateur qui est mis en avant, et voilà, qui est difficile parfois à combiner avec cette volonté politique de favoriser l'innovation du secteur financier en France. Oui. Et pour rebondir sur ce que tu disais, Yves, nous, en droit, je crois qu'il y a vraiment une articulation qui se fait difficilement entre les services de la conformité et les services juridiques. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on observe une montée en puissance des services de compliance, mais qui ne communiquent pas, ou pas suffisamment, qui ne parlent pas le même langage que le service juridique. Et donc, véritablement, les préconisations des juristes ont du mal à être entendus par les compliance officers et vice-versa, et ce qui crée des difficultés opérationnelles, je crois. Et donc c'est véritablement là-dessus, il me semble qu'on a une carte à jouer, notamment dans la formation des étudiants d'aujourd'hui. Je prends les questions dans la salle s'il y en a. Donc je sais que Christophe, tu as levé la main tout à l'heure. Merci. Merci pour vos présentations très, très, très intéressantes, très complémentaires. Donc j'ai une question peut-être pour Sandy, mais j'imagine que les autres pourront compléter aussi. Sur le rôle de l'humain, lorsque vous présentiez ce projet de règlement européen sur l'IA, et en particulier pour ces applications de l'IA qui étaient classifiées au risque, vous nous avez expliqué qu'il y aurait besoin d'une intervention, d'une supervision humaine. Est-ce que vous pouvez un petit peu expliciter ce que les régulateurs ont en tête, parce qu'un risque que je peux anticiper, c'est en fait un risque de sur-réglementation, parce que finalement, ce qu'on voit en place, en production, ce sont des outils d'intelligence artificielle qui permettent de traiter, c'est d'ailleurs une de leurs forces, des immenses quantités de dossiers, etc. Donc on est souvent dans des cas d'usage où on a pas des dizaines, pas des centaines, mais des millions de décisions. Alors si on doit mettre un être humain pour valider chacune de ces décisions, est-ce qu'on n'est pas en train finalement de tuer la poule aux œufs d'or au bénéfice de certains de nos concurrents moins réglementés en Asie ou aux États-Unis ? Oui, merci Christophe de votre question. En réalité, il y a une disposition, c'est l'article 14, c'est-à-dire qu'on a bien compris que dans l'introduction, dans l'exposé des motifs, on mettait en avant cette approche humaniste, mais en réalité, il n'y a qu'une seule disposition dans l'article 14. L'idée ici, je crois, c'est d'éviter les erreurs grossières, de faire en sorte que le résultat algorithmique ne soit pas simplement exploité comme ça, et que... au moins pour tout ce qui est fiabilité et erreur, oui, ce que nous on appelle l'erreur grossière manifeste, l'homme puisse également se prononcer. S'il y a un contrôle, une supervision, alors oui, systématique, ce serait du résultat, ce serait déjà un premier filtre. Une première obligation à ce niveau-là. Donc, oui, j'allais ressortir l'article 14, mais peu importe, les obligations restent très générales en réalité. On nous parle d'accompagnement,
on nous parle d'études du résultat algorithmique, mais concrètement, comment ça se passe? Je comprends votre question. Dire, est-ce que derrière chaque résultat algorithmique, on a un homme qui vérifie? L'idée, je crois, c'est de responsabiliser dans la chaîne d'intervention l'humain, à se dire, est-ce que le résultat que la machine me propose, est-ce qu'il est raisonnable? Est-ce qu'il est voilà, pour évacuer par le simple raisonnement humain les erreurs flagrantes. Voilà. Donc, si je rebondis sur ce que tu dis, Sandy, on est plus sur l'idée de validation des modèles, ce qui se fait déjà en fait, que de contrôle des résultats et de l'output fourni par ces modèles. Parce que comme le dit Christophe, sinon c'est impossible, quoi. C'est des millions de décisions qui sont prises chaque jour. Et donc, très clairement, le contrôle humain est impossible. Donc, on est vraiment, je pense, dans cette idée de contrôle ex post, de validation des modèles et de contrôle ex post des résultats fournis par ces modèles. Je crois que tu voulais rebondir. Juste pour compléter, ce projet de réglementation, finalement, cette approche par les risques, donc est bien déclinée en 4 niveaux. Et évidemment, sur les systèmes d'IA donc très risqués, ce sont les systèmes sur lesquels va porter ces exigences-là en réalité. Et nous, de ce qu'on voit aujourd'hui chez nos clients, dans 99% des cas, l'IA qui est appliquée n'est pas une IA qui sera sujette à ce type de gouvernance, c'est-à-dire être en mesure d'interpréter à chaque instant, d'avoir quelqu'un derrière chacun des systèmes. On pense notamment au domaine de la santé. Donc effectivement, si on a des systèmes d'IA qui vont intervenir sur de la médication ou même dans le système scolaire qui va intervenir sur l'orientation, dans le domaine de l'emploi, sur l'accès à l'emploi, ces systèmes-là seront ceux pour lesquels une surveillance très rapprochée, entre guillemets, devra être mise en place. Netflix, il y a un algorithme qui va vous recommander le super film à la mode. Que l'algo se trompe ou pas, finalement, ça a peu d'impact, ça a peu d'importance. Et donc pour ce type de système, n'est pas requis la mise en place d'une gouvernance et d'une surveillance vraiment très rapprochée. Et donc, comme je le disais, chez nos clients, dans 99% des cas, on a des bons vieux systèmes qui pourront débrancher, brancher, faire évoluer sans trop de formalisme et sans trop de lourdeur. Donc, je ne pense pas que ça va contribuer à ralentir les entreprises. Et peut-être même qu'il faut le voir comme une opportunité pour les entreprises, parce qu'on dit souvent qui peut le plus, peut le moins. Si je suis capable de mettre en place une gouvernance très stricte pour des systèmes d'IA très risqués, derrière, pour tous les autres systèmes, je serai en mesure de mettre en œuvre la même rigueur. Et il faut aussi savoir que ce projet de réglementation, je ne sais plus dans quel article c'est précisé, à quel endroit, mais il est précisé qu'il pourra y avoir une reclassification tous les 6 mois ou tous les ans d'un système. C'est-à-dire qu'un système à faible risque pourrait devenir très risqué lors d'une revue future. Donc ça veut dire que l'organisation qui se sera calibrée pour mettre en œuvre une gouvernance assez light devra être en mesure de revoir son dispositif de gouvernance et donc d'appliquer une surveillance beaucoup plus pointue sur un de ces systèmes-là. Donc toujours avoir ça en tête, parce que déconstruire un système d'IA et une organisation autour, c'est très coûteux. Donc si dans les process mis en place, on n'a pas pensé à cette possibilité future de devoir étoffer la gouvernance, on va devoir déconstruire pour reconstruire et ça va coûter énormément cher. Et là, dans ce cas-là, effectivement, ça va ralentir nos entreprises. Et Sandy l'évoquait tout à l'heure dans sa présentation, l'objectif de la Commission avec cette réglementation, ce n'est pas de ralentir les entreprises européennes et de nuire à la compétition. Et donc l'idée, c'est d'accompagner tous ces dispositifs-là avec des mécanismes qui vont permettre à l'Europe d'être une véritable force et leader sur l'utilisation et la mise en œuvre de l'IA. Donc aujourd'hui, effectivement, c'est un peu flou dans les textes, mais les personnes qui planchent sur cette réglementation planchent aussi sur la partie compétitivité, sur la partie commerciale. Comment accompagner les entreprises pour que finalement cette réglementation soit une force plutôt qu'un frein. Et finalement, réglementer, ça va permettre de rassurer. Donc moi, j'y crois. Je pense que l'Europe est la première à dégainer sur ce thème-là, et ça va finalement rassurer le marché, et au final, je pense que ça apportera de la valeur pour les entreprises.
répondre différemment à ta question. Il y a quelque chose qui est intéressant dans la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, enfin la LCBFT. En fait, les établissements doivent faire des déclarations de soupçons. Après, c'est pas des officiers de police judiciaire, un établissement. Donc, il a quelques faisceaux qui lui laissent à penser qu'il y aurait peut-être blanchiment. Donc, une fois que la déclaration de soupçon est faite, elle est envoyée à Tracfin. Et Tracfin, après, en charge de judiciariser ou pas la déclaration de soupçon. Ils en reçoivent à peu près 80 000 par an. Je crois qu'ils arrivent à en judiciariser, enfin, je n'ai pas les chiffres en tête, mais c'est plutôt 5 000 à 10 000. Donc, bon, évidemment, tout ça est très confidentiel. Et nous, notre métier, en tant que contrôleur des activités LCBFT, ça serait d'aller voir justement la banque et de voir s'ils ont bien fait leur déclaration de soupçon. Donc tu vois bien les incitations, effectivement, comme tu dis, je développe un modèle IA, je lève plein de déclarations de soupçon. Les contrôleurs de la CPR viennent, il y en a beaucoup qui ont été levés, puisque nous, on est plutôt dans le risque qu'elles ne soient pas levées. Et c'est là qu'il y a des sanctions, c'est quand elles ne sont pas levées. Donc du coup, l'établissement pourrait être incité à en lever beaucoup plus que nécessaire, et après congestionner ensuite encore davantage Tracfin. Donc effectivement, je pense qu'il y a quand même des réflexions à se poser entre le lien mais opérationnel, vraiment très opérationnel, et les ressources données entre le juridique et puis l'IA dans la détection de fraude financière. Pour ajouter à ce que tu dis, Henri, on remarque aussi dans l'article 14, là, que je relisais à l'instant, que par exemple, il n'y a aucune étude d'impact sur les ressources humaines, alors que des études ont été réalisées notamment pour la gouvernance, concernant le chapitre sur la gouvernance et sur le comité européen d'intelligence artificielle. On a eu des études d'impact. Là, il n'y en a pas en réalité. Donc, le texte nous dit bien en fonction des circonstances et des possibilités pour l'intervention d'un homme derrière une machine. Donc tout ça reste j'allais presque dire symbolique en réalité. Le sujet RH est un très bon sujet d'une certaine manière. Au final, étant aussi bien sûr concerné dans les problématiques de recrutement, est-on vraiment prêt à automatiser et confier le recrutement à une machine ? Pour ma part, j'embauche des compétences, point. Et il n'y a pas à avoir de discrimination entre quel point le besoin pour lequel on recrute, ce sont des compétences. Peut-être en conclusion sur ces sujets, c'est que on accueille nous vraiment très favorablement, nous côté de l'OAT sur ce sujet, parce que c'est remettre de l'éthique et donc à nos yeux du professionnalisme dans ce que l'on fait. Critiquable peut-être par rapport à ce qu'on peut avoir vu ces dernières années sur le marché, parce qu'il y a peut-être une logique un peu punk d'attaquer le marché avec plein d'algorithmes d'IA, et maintenant avec peut-être les futurs professionnels que vous êtes dans la salle, c'est aussi à vous d'être partie prenante de ce sujet. L'algorithmie, c'est une chose, mais on embauche, en tout cas chez nous et dans beaucoup d'entreprises, des cerveaux capables d'interpréter, donc des professionnels. Et enfin, quant au peut-être fantasme, ça n'engage que moi, d'automatisation par l'IA, oui, certes, des pans d'organisation peuvent être automatisés. Après, ça pose la question du sens du travail. Avons-nous, et les personnes que nous recrutons, sont-elles recrutées en fait pour faire des tâches répétitives dans l'organisation, ou est-ce qu'on les mobilise aussi pour l'épanouissement professionnel, pour mobiliser le jus de cerveau, si je puis dire. Donc ça aussi, c'est une vraie question de stratégie aussi quant aux organisations. Et dans je conclus par notre dernière enquête, la question a été posée quand même à plus de 3000 dirigeants sur la volonté de l'IA. Que voulez-vous faire de l'IA? Et dans tous les cas de figure, ce qui est tombé tout en bas des classements en termes de priorité, s'agit-il d'automatiser les jobs, donc de remplacer, de substituer l'humain par des automates et autres? En fait, ça tombe tout en bas des classements. Donc la vraie question au niveau COMEX, et nous, elle nous a aussi surpris dans le dépouillement des études, finalement, le fantasme peut-être grand public, la priorité de l'entreprise, elle n'est pas de remplacer ces personnes. On croit plus peut-être à
qu'on appelle du collaborateur augmenté, aider et guider de manière éclairée par l'IA justement. Et juste pour rebondir là-dessus, je pense que c'est la voie qu'a retenue le secteur bancaire. C'est-à-dire que ce que l'on voit, le secteur bancaire a adopté très tardivement cette IA. Il y a eu le premier, ça a été le CIC. Le CIC, ils se sont cassés les dents, ça leur a coûté très cher, ils sont revenus en arrière très rapidement. C'était il y a quoi? Il y a 10 ans, il y a un peu plus de 10 ans. Et aujourd'hui, c'est vrai que le secteur bancaire commence à intégrer cette intelligence artificielle, ces problématiques de big data, etc. Et comme tu le dis, c'est pour en faire quoi? Et effectivement, aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est plus dans l'accompagnement des collaborateurs, donc dans tout ce qui est justement proposition de produits financiers, gestion de patrimoine, dans tout ce qui est open banking, voilà, quels sont les services générateurs de PNB qui vont accompagner mon cœur de métier qui est le crédit. Qu'est-ce que je fais en tant que banque quand je fais un crédit immobilier? Est-ce que je peux proposer des services qui viennent accompagner ce crédit immobilier, recherche d'appartement, vente de l'appartement et tous les services que l'on peut imaginer. Donc, en tout cas, moi, ce que je perçois du secteur bancaire aujourd'hui en interne, c'est vraiment cela. C'est l'IA au service d'une montée en compétences et d'une montée en gamme des services proposés par le secteur bancaire, et ce d'autant plus que les différentes enquêtes qui ont été menées par la CPR, les banques disent aujourd'hui, ce qui nous fait perdre la clientèle, c'est une perception de service dégradé. Parce que j'ai plus les compétences humaines, ou en tout cas, voilà, il y a aujourd'hui une personne, avant d'aller voir son conseiller, elle va rechercher sur Internet et elle a besoin de réponses additionnelles que ce qu'elle a trouvé sur Internet. Et justement, je pense que l'IA peut apporter cela. Et comme je disais en introduction, je pense que le meilleur exemple, c'est BNP Gestion de patrimoine, Wealth Management, hein, qui a complètement automatisé avec un robot advisor qu'ils ont été achetés en Belgique, à une start-up belge, Gambi, ce robot advisor qui fonctionne très bien. Et c'est vraiment générateur de PNB. Et enfin, BNP a été très malin là-dessus, c'est-à-dire qu'on est en environnement de taux bas, placé sur un livret A, ça vous rapportait 0,5, bah, vous avez un peu d'épargne, qu'est-ce que vous voulez placer cette épargne? Et effectivement, ce lancement de l'intelligence artificielle à destination de la gestion de patrimoine, ça a été quand même une très belle idée lancée par BNP, et ça fonctionne plutôt pas mal. Mais on voit que les autres banques ont pris beaucoup de retard. Et demain, il sera trop tard. Quand les taux d'intérêt auront remonté, BNP aura déjà capté une grosse part du marché. Donc on voit effectivement ce retard relatif qu'ont certaines banques dans leur plan stratégique vis-à-vis de l'intégration de l'IA et du big data. Est-ce qu'il y a des questions en ligne ou dans la salle? Je prends toutes les questions. Christophe, ouais. Pour pas déraper sur le planning. Donc, en fait, est-ce qu'on est peut-être collègue de Deloitte, donc est-ce qu'on est arrivé à un niveau de maturité où on est capable dans le secteur bancaire et de l'assurance d'avoir un recul sur l'opportunité des projets d'IA, c'est-à-dire qu'il y avait un peu une bulle IA en quelques années, on promettait monts et merveilles, individualisation de la tarification en assurance, révolution des distributions du crédit, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, on est un peu retombé? Est-ce qu'on est capable vraiment, dans les banques et les assurances, de bien évaluer les coûts, mais aussi les opportunités, donc des projets IA, ou est-ce qu'on est encore un peu sur une sorte de bulle, un peu, donc, parfois? Merci. Alors déjà, on est aussi un cabinet d'audit et de conseil, donc je vais avoir une réponse très compliquée à faire sur ce double prisme. Non, entre organisations, il y a bien sûr le vrai sujet peut-être, et en sortie de crise post-Covid, c'est où en est la maturité. Quand je dis en sortie de crise post-Covid, comme dans toute organisation, on relève les compteurs. Et qu'est-ce qui a été rentable sur nos investissements ces dernières années? Premier point. Alors oui, le Covid a accéléré en fait la digitalisation, qu'on peut très bien. Le mode de travail distanciel, etc. Très bien. Maintenant, l'accès à des sujets plus opérationnels, aux data, aux modèles, là aussi, il y a un suivi à avoir. Maintenant, en termes de maturité IA, où la question se pose vraiment de se dire, OK, on a eu beaucoup de tests, de phases de POC, qui ont apporté de la valeur ou pas. C'est le bon moment, en fait, pour réajuster aussi notre stratégie vis-à-vis de l'IA, ou notre stratégie tout court. C'est-à-dire ce
qu'on disait, l'heure est plutôt à réintégrer dans la stratégie ces enjeux de technologie autour de l'IA, et donc le comment, ce qu'on disait de manière un peu plus élevée que de confier ceci, un test, un POC à une entité, à un lab ou qu'importe. Premier élément. Ce qui nous a aussi surpris d'une certaine manière avec la hype IA qu'on a vécue, je dirais quelque part un best-seller de mission de conseil de l'an dernier, c'est quand même le sujet de la gouvernance des données. Voilà, quelque part, j'ai envie de dire back to the roots. On revient aussi aux data. On revient bien sûr à mais de quoi dispose-t-on et quel est le patrimoine. Et quelque part, il y a eu une démonstration de la promesse de valeur. Très bien. L'industrialisation, c'est un sujet et le risque, c'est le sujet. Maintenant, en fait, comment on va capitaliser sur tout ça, remettre aussi à flot les sujets de gouvernance des données dans cette dynamique de promesse de valeur, ce qui n'était pas forcément le cas d'un GDPR ou d'autres sujets réglementaires. C'est-à-dire encore une énième contrainte qui s'impose à moi. Maintenant, la promesse de valeur, elle est là. Et à nous entreprises, d'organisation, de tirer la bonne organisation, la bonne marche à suivre sur ces sujets-là. Donc, je ne sais pas si je réponds entièrement à ta question, Christophe, mais voilà, on est à la croisée aussi des chemins d'une époque, peut-être de la fin de la hype. En tout cas, en ce qui nous concerne aussi, c'est que ce n'est pas qu'une hype technologie. Les métiers, les data scientists viennent de partout. Il y a plein de cursus de data science. C'en est même affolant pour les recruteurs que nous sommes aux quatre coins de la France. Certains font juste mumuse avec des bouts de code parce qu'ils ont un ADN informatique. D'autres rentrent plus dans l'analyse. Mettez-vous aussi à la place de l'organisation qui a aussi recruté ces profils-là et qui ne sait pas lire entre les lignes du pourquoi, du comment. Donc, la bonne nouvelle, c'est que la maturité, en fait, la mise en perspective stratégique revient pour l'organisation et que tous les sujets, maintenant, en découlent d'orgas, de process et process de recrutement et d'écoles, bien sûr, d'écoles et d'universités partenaires à avoir pour ces industries. Et d'universités. Merci beaucoup. Alors peut-être juste pour rebondir sur ton point, pour dire un dernier mot là-dessus, tu recentres effectivement le débat sur les datas. Et je pense aussi que si on se focalise sur le secteur bancaire, il est clair que le secteur bancaire a une carte à jouer très importante sur ces datas parce qu'il va effectivement avoir accès à de nouvelles datas avec notamment la directive sur les services de paiement, la DSP2, où on a cette exigence de transparence et de partage de données. Et ça, c'est tout nouveau pour le secteur bancaire parce qu'on est sur des données non plus internes, mais sur des données partagées. Et là, très clairement, je pense que l'intelligence artificielle, il y a un coup à jouer là-dessus. Et justement, je parlais tout à l'heure d'open banking. Aujourd'hui, l'open banking va se baser sur ces nouvelles données, sur ces datas partagées, qui sont au départ effectivement une exigence réglementaire européenne avec cette directive sur les services de paiement, cette DSP2. Donc il y a aussi la réglementation qui apporte du grain à moudre au secteur bancaire et qui apporte potentiellement une plus-value aux data avec de nouvelles datas à disposition du secteur bancaire. Oui. Henri, je te laisse. Moi, je voulais juste dire que sur la fin de la hype, il y a aussi, en tant qu'utilisateur, par exemple, on avait monté un projet pour l'analyse de conformité des contrats. Donc c'était il y a 2-3 ans. Et on a rencontré quelques startups qui nous vendaient une totale automatisation du process. Donc forcément, on est en face, on ne connaît pas grand-chose en analyse textuelle, etc. On dit OK. Et après, on l'a développé en interne et on s'est rendu compte que c'était du vent, en fait. Enfin, c'était pas possible du tout et qu'il fallait plutôt raisonner, justement, comme tu disais, une combinaison ce que nous on appelle le superviseur augmenté, c'est-à-dire qu'on a un outil IA qui aide, mais malgré tout, la patte humaine, il faudra toujours qu'elle soit là. Et ce que je veux dire, c'est que la fin de la hype, elle est peut-être due à des projets qui avaient été survendus, et puis les opérationnels qui se sont rendus compte que finalement, la réalité n'était peut-être pas aussi belle. Donc, Je vous propose de donc clôturer cette table ronde. Merci à tous les intervenants, merci beaucoup. Merci à tous les participants et je vous souhaite un bon appétit, bon déjeuner. Le déjeuner a lieu au rez-de-chaussée, donc je vous laisse converger tous ensemble vers le rez-de-chaussée. Merci beaucoup.